Microfilm. Microfilm, bonsoir. Beaucoup de raisons aujourd'hui d'être très content. Un, parce que l'un des plus grands cinéastes vivants est à mes côtés, et je pèse mon mot. Deux, parce qu'un film qu'il vient de finir va être vu à Cannes, c'est une bonne nouvelle, pour Cannes aussi. Trois, parce qu'à côté de lui, il y a quelqu'un que j'estime beaucoup et dont on a beaucoup parlé ici dans Microfilm depuis des siècles, que cette émission existe, qui est un producteur, qui est le producteur du film. Et on aurait beaucoup de mal à tout traiter en une seule fois. Donc on va poser des jalons. Le cinéaste s'appelle Manuel de Oliveira. Il est un peu connu maintenant en France, tardivement, mais il a une drôle de carrière, on en parlera peut-être un petit peu. Petit à petit, ça a été incontournable, comme on dit. Il a fallu admettre dans la cinéphilie française et dans la cinéphilie portugaise qu'il y avait un grand cinéaste au Portugal, d'une génération déjà assez ancienne, donc une sorte presque de, pas d'ancêtre, mais de patron du cinéma portugais, plus plutôt saint patron que patron d'usine, même s'il a eu une usine lui-même. Et puis, petit à petit, l'idée s'est faite qu'il fallait faire avec lui, il fallait faire avec ses films, il fallait faire avec le fait qu'il était plus tout jeune et qu'il avait une jeunesse insolente, propre à certains cinéastes comme ça, qui tout d'un coup ont une sorte de punch tardif extraordinaire. Je pense à Buñuel, et pas par hasard, puisque Portugal, Espagne, culture catholique, il y a beaucoup de points communs. Paulo Branco est le producteur du film, il a produit beaucoup de choses en France, il a beaucoup travaillé entre la France et le Portugal. C'est un vrai producteur, ça veut dire c'est un peu un aventurier, il pense beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses. Il a produit que des bons films, dont très peu ont eu d'énormes succès. Ça ne l'a pas détruit. C'est un exemple plutôt réussi de cinéphile intransigeant, de producteur hyper astucieux et de quelqu'un qui a un flair. C'est-à-dire, on n'est pas un grand producteur si on n'a pas le flair des gens et si on ne procède pas par intuition. L'aventure entre Paulo Branco, qui est quelqu'un de jeune, et Manuel de Oliveira, qui pourrait être son père au moins, c'est une drôle d'aventure parce que elle résume un petit peu le cinéma portugais, dont on a d'ailleurs parlé plusieurs fois ici, puisque Paulo Rocha est venu, on avait déjà un peu parlé du Portugal dans cette émission. C'est, à mon avis, le seul cinéma national, au sens classique du terme, un cinéma qui ressemble à son pays, qui est l'émanation de son pays, qui soit intéressant en Europe, peut-être à part quelques pays de l'Est, comme la Hongrie. Un cinéma qui vraiment ressemble à son pays, mais pas d'un point de vue provincial, pas d'un point de vue étroit, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue également universel. Donc c'est un cinéma qui est à l'image du Portugal, petit pays totalement attachant et très curieux. Et la production des films récents de Manuel de Oliveira n'aurait pas été possible sans Paulo Branco, donc sans quelqu'un qui faisait un petit peu l'import-export d'argent, de valeurs cinéphiliques, d'astuces, de recettes pour monter des films en essayant de bénéficier des deux systèmes de production. Et moi, je me souviens être allé sur le tournage, ça fait assez longtemps maintenant, de Amour de perdition. C'était déjà Paulo Branco et Manuel de Oliveira, et c'était déjà cette sorte d'obstination de 2-3 personnes qui suffisent à faire un film, qui suffisent à l'imposer à tout le monde, et le film après existe. Alors, pour ceux qui auraient quand même suivi un peu le cinéma, le bon cinéma depuis une dizaine d'années, je rappelle quelques titres récents, donc Amour de perdition, d'après un grand livre romantique portugais, Francisca, Le soulier de satin dont on a plus parlé en France parce que c'est Claudel, donc ça fait partie du patrimoine national. Un film très étrange qu'on a beaucoup aimé et qui est un aérolite pur et simple qui s'appelle Mon cas. Et ce film, donc, qui va passer à Cannes, qui s'appelle Les Cannibales, et dont je dis tout de suite que c'est réellement une histoire de cannibales et que c'est par ailleurs un opéra, et qui plus est un opéra original, donc faut le faire. Donc voilà, c'est très très longue entrée en matière, à laquelle j'ajouterai simplement que Manuel de Oliveira parle plutôt bien français, mais pas parfaitement. Donc s'il y a des problèmes de vocabulaire ou de fatigue, ou c'est un peu théorique, Paulo, qui parle très bien français, aidera. Et en plus, il a également son mot à dire. Donc, sur cette très très longue introduction, mais on est bien obligé, parce que là, c'est quand même une très très longue carrière qu'il faut résumer très très rapidement, et il faut dire que c'est vraiment important. Moi, j'aime évidemment beaucoup les films de Manuel de Oliveira. J'avoue que lorsque j'ai vu donc le dernier, donc c'était pas encore sous-titré, donc j'ai pas tout compris, c'était une copie de travail, j'en suis resté totalement sidéré et assez euphorique. D'ailleurs, je lui ai dit, Les Cannibales, c'est un film
dont on sort assez ravigoré, sidéré, partagé entre l'envie de rire et la peur la plus terrible. Ça renoue avec ce qu'il y a eu de plus beau dans les grands opéras baroques du XVIIIe. Et il y a une sorte de calme olympien de quelqu'un qui ne se pose pas trop de questions sur l'avenir du cinéma ou sur le passé du cinéma, qui reprend tout ça tranquillement et qui fait carrément, crânement, un opéra, qui filme un opéra qu'il a quasiment inventé. Et on est très reconnaissant en un sens qu'il y ait des gens qui aient un tel culot tranquille. Voilà, donc je finis ma grande péroraison. Maintenant, je ne sais pas par quel bout on peut prendre tout ce que j'ai dit, simplement peut-être par le plus bête. C'est-à-dire, tu as fait Claudel, tu avais fait des œuvres tirées de la littérature classique, enfin plutôt romantique portugaise, et tout d'un coup, Paulo me dit, Manoel est fou, il fait un opéra. Il est déjà parti, il travaille déjà comme un fou. Cette idée d'opéra, ça vient d'où ? D'abord, je vous remercie. Votre parole m'ont touché beaucoup. Je ne sais pas si je les mérite parce que j'ai une très grande considération pour vous comme connaisseur du cinéma profonde et savant. Merci beaucoup de votre parole. J'ai essayé de faire Les Cannibales parce que je crois que j'ai choisi les derniers films, je les ai choisis un peu pour les longueurs et la qualité des textes. Il y a de musique, particulièrement dans le film de Souliers de Satan. C'est très musical. C'est-à-dire que la parole elle-même... elle a déjà la musique potentielle. Quand on parle, on fait de musique. Par suivant, je crois que le Cannibale ne c'est pas vraiment une surprise, c'est une continuité de cette longue texte qualité, mais d'une façon plus accentuée. La musicalité potentielle qui sont cachées dans les paroles. D'abord, c'est un fort désir de João Pai. João Pai, c'est le musicien qui a écrit la musique, de faire une opéra. Il m'a parlé à Washington parce qu'il était là consulteur attaché culturel. Et oui, j'ai pensé au Cannibale, je leur ai raconté l'histoire. Alors, l'histoire existe. Donner l'opportunité, c'est ça. Cannibale, c'est une histoire qui existe dans la littérature portugaise, c'est un conte. Oui, je les connais depuis quelques années. C'est un écrivain du siècle XIX. C'est un écrivain assez étrange dans la littérature portugaise. Il a écrit, il a publié, je crois, une petite pièce. Il a écrit des contes qu'il n'avait pas le courage de publier. Après sa mort, il y a un ami qui les réunit, ces contes, et fait un livre qui a publié en 1890. Et dans ce livre, il y a Les Cannibaux. C'est un des contes des cannibales, excusez-moi. Mais, excusez-moi, mon français part avec difficulté. Les Cannibales que m'a passionné la première fois que je lis. Alors, attendez. Moi, je vais lire la petite feuille qu'on m'a remise. Voilà, c'est pas vraiment le scénario, c'est même pas le synopsis, c'est ce qu'on distribue un peu à la presse, pour donner également une idée à l'auditeur. Marguerite est follement amoureuse du vicomte d'Aveleda, étrange gentilhomme, riche et raffiné. Le vicomte aime Marguerite, mais il cache un terrible secret qui lui sera révélé le soir de leurs noces. Alors, on ne le dira pas non plus, nous, le secret. Don Juan, épris de Marguerite et dévoré par la jalousie, se voyant repoussé, il profère des menaces de mort à l'encontre des deux amants. Le drame, cependant, ne viendra pas de là où on l'attend. Marguerite est une femme fatale, de celle qui attire irrésistiblement les passions, nous dit le présentateur. Cette histoire aime le sang bleu, elle aime l'aristocratie. Celui qui voudra m'écouter devra faire avec moi le pèlerinage à travers la haute société, celle où l'on chante au lieu de parler. Je l'emmènerai à des bals et à des festins, je réveillerai son intérêt par des mystères, amour des jalousies, du genre de ceux qui peuplent les romans. Donc voilà ce qu'on a à se mettre sous la dent, si j'ose dire, quand on ne sait rien du film. Alors, moi qui l'ai vu, il y a, quand je parlais de culot, c'était
filmer des opéras aujourd'hui, c'est pas facile, bien que ça excite tout le monde. Il y a eu des tentatives d'opéra filmés. Qu'est-ce que tu avais vu? Qu'est-ce qui t'avait impressionné? Qu'est-ce qui t'intéressait? Qu'est-ce qui t'intéressait pas dans la façon dont jusqu'à présent on a filmé les opéras? Oui, ça c'est une histoire. Comment on dit, je dis vrai et faux. C'est assez artificiel. Je prends l'opéra assez artificiel aussi parce que nous ne parlons pas tous les jours en chantant. C'est une façon assez artificielle de le faire. Je pensais que ça jouait bien, ce type d'histoire assez faux, assez vrai, assez réel, assez non, avec le chant. Avec la musique d'une opéra, ça restera, j'ai pensé, bizarre. Et je crois que ça ira bien. Et j'ai essayé, je l'ai fait. Mais c'est la seule raison, c'est-à-dire parce que l'opéra est quelque chose qui distancie, parce que c'est artificiel. Mais toi, tu as du goût, de l'amour pour le chant, pour l'opéra, ou c'était simplement une expérience? Non, j'aime beaucoup la musique, je connais mal la musique, je ne suis pas un connaisseur de musique, mais j'ai un sentiment et une sensibilité très aiguë, disons, pour la musique, une certaine intuition que je veux faire aller les images justement avec les compas et le mouvement musical. Parce qu'il y a une distinction entre un et autre et ça marche tout ensemble. Je l'ai essayé, mais ce côté artificiel de l'opéra avec le côté artificiel de l'histoire, ça marche bien, je pense. Et ça aide à prendre vrai ce qui est faux. Parce que oui, moins par moins, ça fait plus. Artificiel par artificiel, ça fait naturel. Oui, parce qu'on pense, on pense dans le film, c'est ce qui m'a frappé quand j'en suis sorti, et alors d'une façon pas du tout pieuse et cinéphilique et bête, que tu t'amuses aussi à faire revenir des pans entiers du cinéma ancien. C'est-à-dire, par exemple, à un moment, on se dit, tiens, ça, c'est du Renoir. C'est-à-dire que la règle du jeu, si ça chantait, ce serait ça. Puis après, on se dit, tiens, ça, c'est plutôt du Dreyer. Puis ça, c'est plutôt du Buñuel. Mais c'est pas du tout coup de chapeau d'un élève pieux. C'est comme si tu rendais, même tardivement, après leur mort, hommage à des gens qui sont morts, mais qui sont, je dis pas que tu es aussi vieux qu'eux, mais ils sont plus tes pères, des égaux, que toi, tu serais un jeune cinéphile en train d'utiliser des formules du passé. Il y a par exemple tout un aspect Renoir proprement, qui est l'aspect comédie de l'aristocratie, comédie où on ne sait pas si les choses sont vraiment graves et si les gens souffrent vraiment. Du fait qu'ils chantent, évidemment, on peut pas savoir, parce que quelqu'un qui chante, d'abord il souffre parce qu'il chante, c'est beaucoup de travail, donc du coup la souffrance psychologique, elle devient mystérieuse. Et on se dit que tu as un grand plaisir à faire la comédie humaine de peut-être l'histoire de la bourgeoisie, puisque l'opéra, on le sait, est très lié à... C'est la seule légende que la bourgeoisie ascendante s'est créée au XIXe siècle. Comme si tu faisais tardivement, au Portugal, à la fin du XXe siècle, ta version de la bourgeoisie portugaise du XIXe, avec le fait qu'elle est portugaise, c'est-à-dire qu'elle est quand même terriblement macabre. Donc, est-ce qu'il y a pour toi quelque chose dans l'histoire du Portugal qui fait que ton film, c'est un peu Mozart, un peu Renoir, un peu Bergman, et plus quelque chose de très portugais, quelque chose de carrément macabre et de gai à la fois? Oui, je crois que au Portugal, la portugaise, l'esprit portugais n'est pas proprement un esprit d'invention. C'est un esprit d'assimilation. Les Portugais ont un esprit d'assimilation extraordinaire. Ils ont une facilité de connaître les autres, de les accepter et de les comprendre. Et après, quand ils remettent les choses, elles sont assez différentes. Elles ont une particularité très portugaise, très simple, très austère, très sec, très simple, et peut-être beaucoup touchant.
Je crois que ça va un peu l'esprit. Pour le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma. Je vois le cinéma depuis 9 ans. Je suis âgé de 9 ans. Et le cinéma, pour moi, sont justement Max Lander et Renoir et Dreyer et Buñuel et tous ces gens-là. Mais mon cinéma, n'est pas une rupture, jamais. C'est ça. C'est une continuité. C'est une marche qui reçoit ce qui est derrière et qui cherche quelque chose d'inexpérimenté sur le futur. C'est cette marche qui me séduit. Quand vous dites il y a de Buñuel, il y a de Renoir, et il y a du Dreyer, c'est une espèce d'hommage. Ce sont des gens que j'admire beaucoup, beaucoup, et qui m'ont influencé beaucoup, comme tout le cinéma même. Ouais. Et je suis très content de vous entendre dire ça. Je dis ça parce que je voudrais raconter une anecdote pas trop longue, mais ça m'a toujours frappé. Et je le dis souvent, les cinéastes, surtout les jeunes, sont dans un état un peu de rivalité et de solitude maintenant, les uns par rapport aux autres. Ou quand ils ont du respect pour les cinéastes du passé, c'est un respect un peu étouffé, un peu pieux. Et une fois, tu étais venu à Paris, on avait dîné, et dans le brouhaha du restaurant, tu m'avais dit d'un air très, très inquiet, qu'est-ce qu'il faut voir maintenant à Paris ? Quels sont les films vraiment importants qu'il faut que je voie ? Mais comme un cinéphile, comme un lycéen qui a la chance d'aller dans la grande ville. Alors j'avais dit à l'époque, il faut voir ce Fassbinder qui vient de sortir. Je dis, ah bon, très bien, je vais y aller. Et après, je m'étais dit, voilà, quelqu'un qui est le plus grand cinéaste de son pays, qui est quand même maintenant connu, etc., qui est un peu dans l'histoire du cinéma, et qui n'a absolument pas, comme on dit, la grosse tête, ou peut-être que du fait qu'il est le meilleur cinéaste d'un petit pays, il n'a pas à trop s'en faire sur la rivalité, au moins sur les gens de sa génération, et qui a l'attitude que tous les cinéastes devraient avoir, y compris les gens plus âgés, par rapport aux autres, c'est qu'est-ce que fait un tel ? Est-ce que quelqu'un fait une expérience passionnante ? Là, j'y vais. Et c'est pour ça que ce que je disais sur la cinéphilie n'est évidemment pas péjoratif, c'est à mon avis l'état d'innocence dans lequel on se garde par rapport au fait que d'autres travaillent aussi et qu'on n'est pas dans un état de rivalité jalouse ou de tristesse solitaire. Je voudrais poser une question à Paolo Branco, c'est quand on a tout d'un coup donc cette idée un peu inattendue de faire un opéra au Portugal, quelles sont les difficultés de production ? Alors il y a celle, pour trouver l'argent, ça on peut en parler, mais il y a aussi par exemple les chanteurs. Comment on fait ? Non, c'est évident que quand Manuel m'a parlé la première fois de ce projet, j'étais un peu effrayé et étonné d'abord parce que je ne savais pas si j'arrivais à réunir toutes les conditions nécessaires. Bon, moi, je pense que là, la grande différence entre ce film, et je voudrais dire quelque chose, et les autres films d'opéra, c'est que pour la première fois, il y a, si vous voulez, une opéra qui est au service du cinéma et pas le contraire. Si vous voulez, l'opéra est écrit pour le cinéma. Pour le cinéma. Donc, si vous voulez, je pense qu'il va un peu dans l'idée de Manuel que le cinéma est au fond une synthèse des autres arts. Donc, si vous voulez, ça, je pense, c'est un peu... ce film, c'est encore un pas de plus dans cette direction qu'Emmanuel depuis toujours là. C'est évident qu'il fallait donc d'abord à partir donc de l'histoire et des idées de Manuel de trouver le compositeur. Ça c'était au départ, c'était choisi d'avance parce que c'est évident que la collaboration entre Manuel et João Paes c'est une collaboration déjà lointaine et toujours Manuel n'envisageait pas ce film. L'idée de l'opéra vient aussi de l'existence de João Paes comme compositeur. Il fallait après, donc, pour moi, c'était une expérience complètement différente des autres, parce qu'il fallait penser d'abord à toute la production de la bande musicale, si vous voulez. Donc, et la seule possibilité au Portugal, c'était avec l'orchestre Gulbenkian, parce que c'était la seule qui pouvait quand même avoir un certain prestige, non seulement et qualité pour un projet comme ça. Donc, on a dû d'abord enregistrer toute la bande musicale, avec le choix des acteurs, avec tout ça. En sachant les choix des chanteurs, en sachant après, en pensant toujours comment faire avec les acteurs pour que soit crédible. Dans ce sens, en plus que dans ce film, c'est un peu plus
plus difficile que dans les autres opéras parce que c'est une opéra nouvelle. Donc les acteurs ne connaissaient pas la musique, donc il y avait tout un entraînement à être fait. Ça a été fait, je pense que c'est pas très intéressant de tout développer ici, mais donc on a d'abord enregistré, on a enregistré en même temps en vidéo des cassettes avec la voix avec les visages des chanteurs, de façon à que les acteurs puissent s'entraîner à la maison pour que le playback soit complet. Et après, on a tourné le film. C'est évident que les plus grandes difficultés, je crois que c'est au niveau de la mise en scène, parce que là, Manuel si vous voulez, il y avait déjà la bande sonore construite, qu'on a commencé à tourner. Donc avec tout ce que ça implique de choix de mise en scène, et ce qui ça implique d'invention qu'il faut avoir, parce que le plus tu as des paramètres, le plus difficile c'est de travailler. Bien sûr. Donc là, c'est évident, au niveau de la production, après, c'est une production normale d'un film, avec tous les risques que ça comporte et tout ça. Donc, ce qui avait un plus, c'était donc cette expérience de comment, au fond, produire musicalement une opéra. C'est ça. Donc, là, on a donc à la fois un opéra, un espace théâtral et une caméra en même temps. Donc, il faut les faire avancer en même temps. Alors, là, je voudrais poser à Manuel une question, mais qui est évidemment un peu trop générale, mais tant pis. Les gens ne savent peut-être pas qu'il a commencé le cinéma. Ça fait très longtemps au Portugal, avec, moi je me rappelle de documentaires. 1929. Voilà. Il y a quelques films qui sont dans les histoires du cinéma, qui passent pas assez souvent, comme Aniki Bobo, qui est un film des années 40. On peut dire qu'il est à ce moment-là un peu en phase avec le néoréalisme italien. C'est pas la même chose, mais c'est au même moment, donc il se pose un peu les mêmes questions. Et en fait, quand on voit sa carrière, même si elle est pleine de lacunes, de trous, de moments où il ne travaille pas, on se rend compte qu'il suit à lui tout seul, de son observatoire portugais, l'évolution du cinéma européen. Et que donc il se retrouve dans les années 70-80 avec le problème majeur du cinéma aujourd'hui, qui est d'avoir à choisir entre un devenir, disons, purement image, donc vidéo, télé, etc., où l'image n'est que l'image, ce qu'on voit tous les jours dans les médias, et de choisir entre l'une des racines du cinéma, que le cinéma a toujours à la fois combattu et courtisé, qui est le théâtre. Et que, comme tous les cinéastes novateurs ou un petit peu ceux qui sortent des sentiers battus, très curieusement aujourd'hui, dans le cinéma, le fait d'être novateur consiste à se reposer la question du théâtre avec le cinéma. La question est pour Manuel, comment tu vois maintenant les rapports entre cinéma et théâtre ? Qui aide qui ? Bon, c'est ça. Je dis quelquefois, le cinéma n'existe pas. Ce qui existe, c'était un procédé audiovisuel de fixation d'une culture. Je dis ça peut paraître assez violent, mais je dis ça pour cette simple raison. C'est que le cinéma n'ajoute rien de plus, à mon avis, qu'il y a déjà dans le théâtre. Le théâtre, c'est la synthèse de tous les actes. Seulement, le théâtre, c'était éphémère, comme était la vie, tandis que le cinéma, il est fixé. Il peut rester, on peut voir les premiers films de Lumière, on peut voir une vieille actrice aujourd'hui qui meurt à 3 ans avec 80 années et nous la voyons à 18 ans en représentant un film. C'est un miracle du cinéma, vraiment du cinéma. Je dis que le théâtre, c'est la représentation, la vraie représentation de la vie, et le cinéma va et fixe. Elle a besoin, comme le théâtre, des décors, et des acteurs, et des textes, de la musique, et tout ça, de tous les autres arts, comme le théâtre, et le fixe. C'est à peu près mon idée. Par autre côté, je vois, les dernières années, avec les derniers films, j'ai découvert les grands textes. Et pour moi, comme je l'ai vu pour la première fois, ce sont stimulants. Et je vois dans la parole une des qualités plus nobles et plus riches de l'homme et de son intelligence, sa façon de s'expliquer, sa pensée, ses sentiments, tout ça. C'est une façon directe et extrêmement riche. Non?
est extrêmement, disons, cinématographique, parce que c'était un enregistrement, justement, comme l'image. Et si nous pouvons avoir, comme dans les tableaux, l'image fixe, nous ne pouvons pas, sans mouvement, avoir la parole ou le son. Mais en même temps, on pourrait te dire que lorsque tu changes ta caméra de place, quand tu fais du découpage, quand tu mets la caméra plus loin ou plus près, là tu sors du théâtre. Oui, il y a une construction, comme partout. Nous faisons une architecture, nous faisons une construction, une relation spéciale. Bon, évidemment, c'est une vision générale et je ne veux pas nier les qualités spécifiques, les virtualités cinématographiques. Nous pouvons même aller un peu excessivement dire que le cinéma, c'était le théâtre moderne. Il a apporté une technique, un développement technique au théâtre qu'il n'avait pas par soi-même arrivé jamais. On peut dire, le cinéma, c'est le moderne théâtre. Tandis que pour le théâtre, nous avons besoin des acteurs, la présence physique. Tandis que pour le cinéma, la présence physique, c'est pour graver la première fois. Après, il peut être mort, mais ces fantômes existent dans les images. Donc tu as le théâtre qui est la vie et tu as le cinéma qui est la vie au-delà de la vie, c'est-à-dire la mort. Non, c'est la fixation du théâtre, c'est-à-dire la représentation de la vie, pas la mort. La vie fixée, c'est plus la vie. La mort, c'est la mette finale de la vie. Elle est inclue dans la vie. Mais le cinéma fait le milagre, vaincre la mort, parce qu'elle continue après la mort. Les acteurs sont morts, ils continuent à représenter. Tandis qu'au théâtre, non. Mais au cinéma, ce qui représente, c'est le fait qu'il y a eu de la vie. No cinema, o que representa é que houve vida. Ils ont vécu. Ah oui, ce sont des fantômes, vraiment. C'est des fantômes. Voilà. Ah oui, des fantômes. La vie n'existe pas. Bon, je pose évidemment toutes ces questions pinailleuses, non pas pour faire un cours de théorie de cinéma, parce que c'est évidemment le sujet du film. On peut quand même dire, sans révéler toute l'histoire des cannibales, que Marguerite, qui est follement amoureuse du vicomte d'Avelleda, étrange gentilhomme riche et raffiné, qui a un terrible secret, le terrible secret, c'est que c'est un fantôme. Au fond. On peut le dire. Donc oui, quand même, que ce que tu dis théoriquement, c'est ce que tu racontes dans ton opéra. Oui, donc comme exaltation de la vie, c'est un peu étrange. Oui. Ça, mais j'aime en passer un peu sur la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie, c'est séduisant. Je suis un bourgeois, j'ai né d'une famille bourgeoise. J'ai enchanté pour la bourgeoisie, c'est-à-dire que je crois que tout le monde aime la bourgeoisie. Tout le monde désire, s'il est plus bas, désire monter à la bourgeoisie, c'est-à-dire le confort, à l'indépendance économique, à bien manger, à bien vivre, etc. Mais en même temps, ton film montre à quelles conditions on peut obtenir tout ça. Il y a quand même un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a une rançon. Ah oui, il y a un prix parce que c'est que l'homme est un loup pour l'homme, en gros. c'est le côté mauvais. C'est ce que a pensé après mon cas. J'ai pensé bien parce que Lilitha était la femme dans mon film de Job, Lilith. Elle est la femme de Job. Et elle est empêchée, elle tente toujours à Job. Et Job dit, parce qu'il est parfait, et Dieu l'a récompensé. Mais a récompensé sa femme. Il a récompensé aussi le mal. Alors je dis, Dieu a besoin du mal. Sinon, les choses ne marchent pas. C'est-à-dire que toutes les choses marchent avec le mal à côté. Ça m'impressionne beaucoup. Je ne sais pas expliquer. Mais c'est comme ça. La bourgeoisie va tout le pouvoir. C'est l'argent qui compte surtout. Et ça mène à l'enfer.
c'est le sens même des cannibales. Quel effet ça fait d'être le plus grand cinéaste de son pays? Pardon? Quel effet ça fait d'être le plus grand cinéaste de son pays? Est-ce qu'on pense que le pays est trop petit et que personne ne le sait? Ou que les gens qui aiment le cinéma le savent? En portugais. E que feito faz ser o maior cineasta do seu país? Je ne me prends pas pour le meilleur. Non, hein? Ce que je fais, c'est un effort pour arriver au meilleur. Aux meilleures choses dans le sens, la meilleure qualité de mes films. C'est tout mon effort, je ne pense plus de ça. Non, parce que je pose la question, pas par hasard, c'est parce que quand la critique française, les gens des Cahiers du cinéma, bon, moi-même, pourquoi pas le dire, on s'est beaucoup réintéressé à vos films dans les années 70-80. On savait bien que ça rechignait un peu à Lisbonne. À Lisbonne, il y a une culture de cinéma, il y a une culture cinéphilique, comme partout, il y a des bureaucrates, il y a des fonctionnaires. Dans les petits pays, en général, c'est embêtant d'avoir quelqu'un d'un peu grand. C'est pas que le Portugal, hein. Je pense que le Japon et Kurosawa, c'est le même problème. Et on a le sentiment que c'est passé un peu par Paris, votre réhabilitation ou l'acceptation finale qu'il fallait faire avec vous. Et peut-être que c'est parce que la culture de Lisbonne est très très francophile, peut-être qu'elle est très très tournée vers Paris ou même un peu colonisée par Paris. Oui. Mais comment vous avez vécu cette sorte de détour Lisbonne-Paris-Lisbonne ou Porto-Paris, parce que vous êtes de Porto, pas de Lisbonne. Porto sont plus introvertis, à Lisbonne c'est plus extraverti. Lisbonne aime mieux la vie extérieure, le nord, Porto aime plus la vie intérieure, je crois. Mais il y a un phénomène curieux que c'est le cinéma, c'est une chose de nature internationale. Et cette nature internationale coupe un peu les origines de chacun. C'est un langage, malgré les langues différentes des pays, même en Europe et même dans les pays latins. C'est un langage international. J'ai vu les films, je n'avais pas vu des films, il n'y avait pas de films portugais, ils sont très peu, très peu. Je m'ai formé avec des films que le monde a produits. Mes connaissances et mes formations cinématographiques, c'est fait par les films de tout le monde. Ouais. Je les connais, alors on ne peut pas réduire. Je peux toujours me rapporter à mes racines, à mes connaissances plus intimes, et ça donne peut-être les choses de mon pays. Parce que je suis de là. Je suis né là, mes racines et tout. Mes mémoires plus fortes, c'est situé là. Je crois, je ne sais pas expliquer. Non, mais c'est évident là-dessus en disant Paolo Branco. que la reconnaissance qu'il y a eu au niveau de la critique internationale, ça non pas étonné, mais ça a en même temps créé un certain clivage au Portugal, non seulement dans la reconnaissance, mais en même temps d'une certaine jalousie. Mais c'est évident que déjà, Manuel était considéré quand même les grands cinéastes à l'époque, parce que quand même c'était le seul qui avait une œuvre aussi. Parce que c'est ça aussi ça qui existait. Et cette reconnaissance a aidé dans la possibilité de Manuel de pouvoir travailler d'une façon continue, ce qu'il n'avait pas eu avant. Je crois qu'hélas, l'émission touche à sa fin et je ne voudrais pas qu'elle se termine sans que Manuel raconte ce projet extraordinaire qu'il a depuis très longtemps. Le prochain, je crois. Vous allez le faire. Qui s'appelle, comment il s'appelle? Non. Il s'appelait Non. N-O-N. Donc je voudrais qu'il le résume rapidement et puis ce sera le mot de la fin. Parce que ça en dit long sur la liberté d'esprit d'un individu dans un pays. Portugal avait une histoire un peu bizarre. Il est très petit, il voulait toujours s'allarger. Mais il y a d'un côté la mer, de l'autre côté l'Espagne. L'Espagne va aussi allarger sur Portugal. Alors, ils ont déterminé des frontières.
toutes les tentatives portugaises pour élargir le territoire sur la péninsule ont été ratées. Alors, se met vers le dehors pour avancer sur les mers. Mais ce qu'il y a au-delà, c'est l'inconnu. Ils ont fait une épopée pour le recouvrement jusqu'à l'Inde, le chemin maritime. Ils donnaient une nouvelle connaissance de la géographie et du ciel, de nouvelles constellations, d'une définition plus précise des continents, etc. Mais à côté de cette chose, il y a une volonté très catholique et messianique de christianiser le monde à ce temps-là. C'est-à-dire, ils ont voulu faire le 5e empire, c'est-à-dire un seul esprit, une seule foi, la chrétienne, et un seul roi pour gouverner les peuples du monde. Non? C'est un désir très ambitieux qui départ d'après Charles V et a raté complètement sur le Alcázar Quibir avec le roi Don Sebastián, avec une déroute. Une défaite terrible où la plupart des guerriers, des nobles sont morts. Et c'est fini, le Portugal, il a tombé jusqu'aujourd'hui. Mais toi, ton film, c'est un film sur l'identité du Portugal à travers les défaites. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est les défaites contre les Romains, la défaite contre les Arabes, la défaite contre les Espagnols et la défaite dans les guerres coloniales. Exact. Et dire que le meilleur cinéaste d'un pays qui n'est pas rien raconte l'histoire glorieuse de son pays par 4 grandes défaites. Si on faisait en France Azincourt, Waterloo et Trafalgar, on aurait à peu près l'équivalent. Je crois que c'est hélas fini. C'est pas parce qu'on parle de défaite qu'il faut ne pas aller voir Les Cannibales, qui va passer à Cannes, qui sortira, je pense, à Paris et qui nous fait chaud au cœur. Merci Manuel d'Oliveira, merci Paolo Branco, qu'on fera revenir pour parler un jour de production de A jusqu'à Z.